En toute vérité. Un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit pour vous Samoura Alassane, promoteur du musée de l'eau. Bonjour, Monsieur Samoura. Bonjour, monsieur. Un musée de l'eau, cela semble atypique. D'où vous est venue l'idée de consacrer un musée à l'eau? Il y a deux points qui m'ont sérieusement guidé. Le premier point est lié à ma carrière professionnelle et le deuxième point est une inspiration divine. Peut-être que le deuxième point explique le premier point. En d'autres termes, je vais dire que je suis resté dans le domaine de l'eau en tant que sociologue pendant 25 ans et où j'ai travaillé pour les projets et programmes d'hydraulique villageoise et urbaine. À ce titre, j'ai beaucoup côtoyé les villages, j'ai beaucoup parlé avec les populations, j'ai beaucoup touché les sensibilités des peuples sur les grandes problématiques de l'eau. Alors, j'ai vu que l'eau avait en plus de la dimension abreuvement, il y avait d'autres aspects qu'on devrait développer. Ces autres aspects n'ont pas été pris en compte. Et ça, il fallait le faire. Quels sont ces aspects, par exemple? Ces aspects, c'est les aspects religieux, les aspects culturels, les aspects anthropologiques, les aspects sociologiques, les aspects cosmogoniques, les aspects juridiques, etc., etc., qui ne sont pas pris en compte. Je vais juste toujours prendre un exemple que j'aime bien donner. Lorsqu'une femme va à la rivière pour chercher de l'eau avec sa ruche, pendant 2 ans, et un beau matin, elle trébuche, sa ruche se casse, naturellement l'eau va se verser. À poser la question à tous, ce qui va plus faire mal à cette femme, ce n'est pas l'eau versée, mais c'est beaucoup plus la ruche qui est cassée. Donc on est dans le concept de patrimoine, c'est-à-dire que l'eau en tant que vitalité dépend aussi d'autres choses qui sont le matériel, les ustensiles, les récipients, les outils qui accompagnent l'eau. Un autre exemple, regardez la terre. La terre apparaît comme un réceptacle. C'est-à-dire que c'est un objet qui reçoit toutes les eaux au niveau du ciel. Donc, c'est aussi un objet qui reçoit quelque chose. Donc, c'est un patrimoine. Alors, tout ce patrimoine-là, on n'a pas valorisé ça. On a dit l'eau, c'est la vie, c'est vrai. Mais l'eau sans le patrimoine, c'est pas la vie. Donc, l'eau, c'est la vie, c'est une conclusion. Mais il faut ajouter que l'eau, avec le patrimoine, constitue la vie. Et si on ne prend pas en compte l'eau en tant qu'élément vital, plus le patrimoine, on n'a pas encore fait quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis arrivé à comprendre qu'il faut mettre l'eau et le patrimoine ensemble. Il y a le patrimoine matériel dont je parlais tout à l'heure, les ustensiles, les objets, tout de conservation, de stockage, de prélèvement. Donc il y a les 4 étapes qu'on appelle les 4 étapes d'approvisionnement. On fait l'exor avec des objets, des ustensiles, on transporte avec d'autres, on stocke avec d'autres et on prélève avec d'autres. Donc voilà les 4. On ira dans les détails pour ces cas précis. Mais pourquoi même un musée pour l'eau? Parce que apparemment personne n'y avait pensé. Mais bien sûr. Il y a des musées pour bien d'autres choses, mais l'eau, jusqu'à présent, vous êtes l'un de ceux qui ont pensé à cela. Oui, il faut y penser parce que, en fait, cette dimension matérielle de l'eau et immatérielle n'a pas existé. Ça, c'est un. De deux, dans le contexte d'un pays comme le Burkina Faso, mon pays, il fallait y penser parce que toute la grande souffrance que nous avions dans ce pays, c'est la question de l'eau. Les changements climatiques, il faut y donner une mémoire, l'histoire à tout ça. Et ça, si on ne prend pas en compte tous ces aspects-là, on n'aide pas les gens à réfléchir sur les grandes problématiques de l'eau. Donc, il fallait créer un musée et un musée qui fasse comprendre d'abord d'où on est venu et où on va partir. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai créé ce musée parce que j'estimais que le Burkina Faso manque de certaines considérations sur la problématique de l'eau dont nos dirigeants n'ont pas encore perçu. Et ça, il fallait le faire. C'est une innovation, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça existe ailleurs? En Afrique, non. Après moi, c'est le Maroc qui a mis en place un musée. Le roi Mohamed VI a mis en place un musée. Sinon, je suis le premier à créer le musée de l'eau en Afrique. Et ce musée doit faire la fierté du Burkina parce que j'estime qu'il faut faire ce que les autres n'ont pas fait. Et ça, c'est un musée typiquement burkinabé. Et ça doit faire la fierté du Burkinabé, ça doit faire la fierté de tous les peuples qui viennent au Burkina pour voir un peu, en plus de ce qu'on a comme patrimoine matériel et immatériel au musée,
pour le Burkina, mais pour d'autres pays africains. Parce qu'on a pris en compte toute la dimension. Et quel est l'engouement autour de ce musée-là? On voit ailleurs des élèves et des étudiants s'intéresser à des monuments. Est-ce que vous êtes ouvert à ce public? Ça commence à venir. Il faut dire que le concept du musée n'est pas typiquement africain, encore moins burkinabé. Il faut travailler à faire de sorte que les musées soient beaucoup plus des musées communautaires et des musées de sensibilisation et d'information. Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire. Je transige avec les musées ethnologiques dans l'approche et dans la méthodologie. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent au musée, ils auront toujours le goût de revenir parce qu'ils vont apprendre, ils vont découvrir et ils vont avoir des démonstrations pratiques avec lesquelles ils vont aller montrer à d'autres personnes que c'est vraiment intéressant de revenir au musée. Donc, ça commence à venir au niveau étudiants, élèves, diplomates aussi, quelques diplomates qui s'intéressent à ça. Et les chercheurs? Les chercheurs, oui, quelques chercheurs qui commencent à s'intéresser à la chose parce qu'ils comprennent que si on a des grandes écoles comme Deuxieu, il faut ajouter d'autres dimensions parce que Deuxieu aurait pu commencer les études, les immersions sociales ou sociologiques à partir du musée avant de rentrer dans les laboratoires. Et ça, s'ils ne prennent pas en compte ce pan-là, je pense qu'ils vont passer à... Heureusement qu'ils ont un professeur camerounais qui l'avait compris. Et qui s'intéressait. Qui est venu avec une cinquantaine d'étudiants avec lesquels on a pu faire une visite guidée. Et à l'unanimité, les étudiants ont dit c'est à partir de ce musée qu'on devrait commencer véritablement nos cours et ensuite rentrer dans les laboratoires. Parce que tant qu'on ne comprendra pas les dimensions sociologiques... D'où nous venons, parcours... oui, effectivement. Tant qu'on n'a pas cerné les questions sociologiques, anthropologiques, économiques, on ne pourra pas cerner les questions physiques et métaphysiques ou scientifiques qu'ils enseignent dans les universités. C'est compliqué. Donc, les populations, il faut les comprendre, comment les gens réagissent, quelle est leur perception, et quel est leur comportement vis-à-vis de l'eau et même des pratiques. Ça, il faut le comprendre. Tant qu'on ne comprend pas ça, ce n'est pas la peine d'aller faire des démonstrations dans les laboratoires. Monsieur Samoura, un premier site à Lumbila, pourquoi le choix de cette localité? Est-ce qu'il y a un lien particulier à l'eau? En fait, le musée a initialement démarré en 86 à Saba, dans une bicoque. À Saba, non loin de Ouagadougou ici. Non loin de Ouaga. Et j'avoue que ça a été très dur. Ensuite, on a ramassé, on est parti à Lumbila pour trouver un peu la grande voie. Parce que je me suis dit, il faut montrer... Il faut que les passants... Il faut que les gens voient. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les 4 ou les 5 P. Le premier P, c'est le produit. Le produit, c'est quoi? C'est l'eau. Le deuxième P, c'est la place. Si vous avez un bon produit et puis vous êtes sur une bonne place, il n'y a pas de raison que les gens n'admirent pas. Le troisième P, ça peut être le prix. Vous voyez? Donc, ces 3 P, j'ai essayé de réfléchir sur ça et actionner sur comment faire ça. Et je suis allé sur Lumbila, où vous avez bon jour, mauvais jour, près de 1500 véhicules qui passent pour aller à Kaya, à Dori, au Niger, ainsi de suite. Et les gens consomment la pancarte. Ils consomment la pancarte musée de l'eau. Ça, c'est quoi ça? Il y en a qui disent c'est l'ONEA, il y en a qui spéculent, et il y en a qui disent mais il y a de quoi qu'on vienne voir. Mais il y a des curieux qui sont venus. Qui sont venus. Parce que ce concept apparaissait un peu difficile à comprendre. Et il y en a qui, en voyageant sur Kaya, ils nous disent mais musée de l'eau, attendez, on va retourner pour comprendre ce qui se passe. Et de ce voyage, ils s'arrêtent et ils visitent le musée. Ils découvrent des choses. Ils disent mais c'est extraordinaire ce que vous faites ici. Donc si on n'avait pas mis ces panneaux sur cette grande voie, on n'allait pas avoir des gens pour consommer le concept du musée. Donc, les 3 pays, je les ai réunis là-bas en allant à Lumbila. Alors, mais seulement à Lumbila, on était confronté à un problème d'espace. Parce que l'espace ne répondait pas vraiment aux normes des musées. J'allais dire, on squattait. On squattait dans un marché et c'est pas beau de voir ça. Et il fallait avoir donc de la vision, c'est de dire, il faut créer plus d'espace. C'est là qu'on a pu trouver 10 hectares dans la zone vers la grande voie de contournement où on s'est définitivement installé. C'est le site définitif du musée. Voilà. Mais qu'est-ce que concrètement on peut voir sur ce site? On va vous parler de découvrir un peu ce musée de l'eau là. On parle de collecte de l'eau depuis la source. Comment vous avez procédé par exemple pour rassembler tous ces objets-là? On imagine que c'est des objets qui viennent de partout du pays, qui viennent de plusieurs localités. Oui, et
il faut regarder un peu, comme je le disais, dans les 4 étapes de la chaîne d'approvisionnement, quels sont les ustensiles, les objets qui rentrent en ligne de compte. Lorsque vous arrivez sur un puits ou un forage, vous aviez différents types d'objets ou d'ustensiles qui permettent de collecter l'eau. Il y a d'abord les puisettes. Et vous savez que les puisettes, il y a toute une histoire autour des puisettes. Il y a d'abord eu des puisettes à peau de chèvre, des puisettes à calebasse, des puisettes à gourde, des puisettes... aujourd'hui, on a des bidons. On a des bidons récupérés d'huile de récupération qui servent à faire des puisettes aujourd'hui. Alors, donc, il faut voir tout ce qui peut permettre à faire l'exor. Ensuite, après l'exor, il faut voir tout ce qui peut entrer en termes de faciliter l'exor. Il y a les cordes. Toutes les cordes qui peuvent aider à sortir l'eau du puits, les poulies, tout ça, on les a mis ensemble. Les calebasses. Donc après l'exor, la deuxième étape, c'est le transport. Parce que vous allez collecter, vous allez faire la collecte de l'eau. Ensuite, vous allez transporter avec d'autres types d'ustensiles ou d'objets, différents de la première étape. Donc il faut regarder dedans, qu'est-ce que les gens utilisent. C'est des jarres, c'est des calebasses, c'est des pousse-pousse, c'est des gargoulettes. Il y a plein d'objets comme ça que les gens utilisent. Ensuite, il faut regarder, parce que comme je l'ai dit, pendant mes 25 ans d'expérience terrain, j'ai pris le temps d'observer toutes ces étapes-là. Qu'est-ce que les gens utilisent à chaque étape. D'une région à l'autre, il n'y a pas trop de diversité. Donc, j'ai essayé de mettre tout ça ensemble. Donc, transport, après, il faut voir le stockage à domicile. Oui. Donc, dans le stockage à domicile, vous avez 2 ou 3 types de stockage. Il y a l'eau pour la boisson. Ça, généralement, c'est bien gardé. Dans la cour, c'est propre. On ferme ça. On évite que la jarre soit vide. Ensuite, il y a l'eau pour les animaux. Il y a l'eau pour la vaisselle. Il y a l'eau pour la cuisine. Donc, ces ustensiles aussi varient en fonction des utilisations. Ça, il faut les regarder également. C'est de l'observation. La sociologie, c'est de l'observation. Et ça, je ne dirais pas que je suis un meilleur sociologue, mais j'ai regardé dedans, dans le comportement des gens, comment les gens font. Ensuite, il y a le prélèvement. Le prélèvement, c'est quoi? C'est les gobelets, c'est les louches. Pour la consommation, voilà, pour l'utilisation visuelle. Oui. Voilà. Donc tout ça, il faut regarder dedans. La question, c'est de savoir comment avez-vous collecté tout cela? La collecte a été d'abord... Parce qu'il y a des outils qu'on ne trouve plus. Oui, bien sûr. La collecte a été d'abord individuelle. Et regardez, par exemple, les hameçons qu'on appelle en Morée les luyarga, qui consistent à aller repêcher les puisettes. Vont rester au fond du puits. Au fond du puits. C'est une histoire de près de 60-70 ans. Parce que c'est un instrument qui permettait, dans les villages, d'aller repêcher, comme vous l'avez dit, les puisettes dans les puits. Et ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà vécu cette expérience pour pouvoir le prendre. Et ça, j'en ai pris un peu partout. J'ai demandé à des forgerons de m'en fabriquer. Mais dans certains villages, tu en retrouves avec certaines vieilles personnes. Lorsque vous parlez de la question de l'eau, il y en a qui vous ressortent ça. Ils vous mettent toute la sensibilité. Ça, c'est intéressant. Ils vous donnent ça gratuitement pour dire, ça, vraiment, si vous arrivez à faire votre musée, ça, ce serait bien que vous le mettez. Donc, j'ai collecté comme ça, petit à petit. Et ensuite, il faut aller acheter certaines choses qu'on n'a pas sur la place. Il faut commander d'autres sur d'autres pays. Par exemple, les puisettes à peau de chèvre, on les a commandées sur le Mali, dans la région de Nara. Parce qu'il n'y en a plus ici. Il y en a, mais ce n'est pas des vraies qualités. Il faut faire des qualités. Maintenant, si vous partez vers Thiou, vous avez des puisettes, vous avez des puisettes avec des peaux de chèvre qui peuvent, non pas de peau de chèvre, de peau de vache, qui peuvent atteindre 40 litres, souvent même 50 litres, parce que vous savez, la peau, plus vous mettez l'eau, plus ça devient élastique, ça se détend. Donc, vers Thiou, on peut en collecter et vraiment avec toute la sensibilité, si vous voyez on en trouvait aussi fabriqué avec les chambres à air. Oui, ça c'est la deuxième vague. C'est la deuxième vague. Oui, ça c'est quand les véhicules ont fait leur apparition en Afrique. Vous voyez jusqu'où l'Africain aussi est ingénieux. On a utilisé les chambres à air à un moment donné pour en faire des puisettes. Rappelez-vous aussi qu'il y a même des boîtes d'huile qu'on appelait les catwell, qu'on a utilisé pour servir le beurre et suite. Et ensuite, on en fait des puisettes. C'est même marqué sur ces boîtes-là, Made in USA. Mais c'est une technologie. Voilà. Est-ce que vous vous êtes intéressé à voir comment l'évolution de ces outils-là? Parce qu'au début, on dit que c'était des outils très rudimentaires, de multiples puisettes qu'on trouvait. Mais au fur et à mesure, on voit que les choses évoluent. Même pour puiser l'eau, on est passé de ces puits-là
Puis après, on est allé les pompes manuelles, les éoliennes, les pompes à pied, électriques. Il y a toute une technologie qui se développe autour de l'eau. Mais c'est un savoir-faire. C'est ça le musée. C'est ça le musée. Il faut qu'on mette toute la mémoire, l'histoire et la chronologie des choses dans l'ordre et dans l'espace. Lorsque vous parlez des pompes, moi j'ai 47 modèles de pompes sur le musée que j'ai ramassés sur le territoire national. Les pompes à pied, les pompes manuelles, les éoliennes. Et je vais vous raconter l'histoire d'une pompe qui est de 1932, peut-être que vous la connaissez. Elle s'appelle la pompe Brio. Et cette pompe Brio, on ne l'a retrouvée que dans les paroisses. C'est les pères blancs. C'est les pères blancs. Oui. Et vous savez que les pères blancs, dans leur mission d'évangélisation, ont joué un rôle social, une mission sociale ou sociologique de donner de l'eau aussi aux populations. Donc, ils ont fait des forages ou des puits, où ils ont placé des pompes sur certains puits. Ils ont même aidé à trouver de l'eau. Les premiers sourciers sont des pères blancs. Moi, je suis un sourcier, mais je vous dis qu'il y a encore des bons sourciers dans ce pays. Je fais la jonction pour parler des sourciers parce que pour chercher l'eau d'abord, il faut faire le sourcier. Nous sommes en train de créer une association des sourciers de Burkina. Effectivement, on en a vu plusieurs techniques de recherche d'eau à base seulement d'une branche tenue à main. On voit des gens qui peuvent te dire exactement, ici, creuser, vous pouvez trouver de l'eau. Est-ce que toutes ces techniques, vous les avez rassemblées dans ce musée? Oui, chaque sourcier a sa méthode ou son objet de recherche. Donc, vous avez des sourciers qui utilisent le gaka, comme on le dit en Morée, Sunsunjiri en Djoula, le Diospéros en français, le nom scientifique. Et là, vous remarquez que là où il y a le gaka, toujours, il y a une termitière à côté. Je dis bien les termitières vivantes. Et la termitière, vous savez que la termitière va toujours la termite va chercher toujours de l'eau dans les entrailles de la terre. La nature nous a tout donné. Il suffit de la lire et de la comprendre. Donc, le gaka permet donc d'aller chercher l'eau. Et lorsque vous tombez sur une très bonne nappe phréatique, il n'y a rien à faire. Vous la coupez à l'état frais, vous la coupez sous la forme de la lettre Y et vous la prenez sur les deux extrémités et vous tournez dans un espace quelconque. Lorsque vous tombez sur une très bonne nappe phréatique, il n'y a rien à faire. Vous voyez le bout du bois qui commence à soit monter, lever, soit descendre. Mais souvent, ça vous traîne sur la gauche ou sur la droite, selon la sensibilité des uns et des autres. Voyez, donc, on a tout ça. Il y a les rayons de vélo. Les simples 2 rayons de vélo, vous les prenez, vous les mettez chaque rayon sur un bras droit et un bras gauche et vous les pliez. Lorsque vous arrivez sur une nappe, les 2 rayons se croisent et ça reste intact. Vous ne pouvez pas faire bouger ça. C'est un magnétisme incroyable. On va dire que c'est de la sorcellerie alors que ce n'est pas de la sorcellerie. C'est tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Tout à fait naturel parce que nous sommes 75% constitués d'eau. Et quand il y a un magnétisme entre le corps humain et le fer, le système se déclenche. Et ça va de soi. Mais dans nos sociétés traditionnelles, il arrivait qu'on creuse des puits dans un village. Mais sans toutes ces recherches, on tombait toujours sur l'eau. Comment ils procédaient? Ah oui, mais il faut faire attention parce qu'en ce moment, il pleuvait bien. On avait beaucoup d'eau en ce temps. Maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle un stress hydrique. Et la nappe phréatique est en train de partir. Les eaux sont en train de partir sur 80-100 mètres de profondeur. Bon, pour aller chercher la ressource, ça devient extrêmement difficile. Donc, il faut développer des techniques. Et maintenant, même, vous voyez que même les hydrogéologues utilisent ce qu'on appelle les photos aériennes. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il y a 60 ans, 70 ans, 80 ans, on n'avait pas besoin, ça tombait. Le mois d'août, c'était le mois le plus pluvieux. Il pouvait pleuvoir du 1er août jusqu'au 31 août sans arrêt. Mais aujourd'hui, le mois d'août, vous n'avez pas 3 jours de pluie réelle. Donc, les conditions climatiques sont drues, sévères. Donc, l'eau est en train de partir sévèrement. Et la recherche de l'eau va être encore plus difficile. Ça va poser des enjeux politiques réels. En dehors de ces 2 méthodes, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour les sourciers? Oui, pour les sourciers, il y a le rayon. Il y a aussi, il faut faire de l'observation à partir des fourmis. Le déplacement des fourmis, les fourmis noires que vous voyez souvent, sont des indicateurs de source d'eau. Lorsque vous voyez les fourmis qui font des va-et-vient sur une certaine distance, pendant du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de doute que vous êtes sur une très bonne nappe phréatique. Il faut lire la nature. Il y a aussi la disposition des arbres de façon naturelle. Je n'ai pas dit planter. Lorsque vous avez 10-15 arbres qui sont plantés de façon naturelle, dans le même positionnement ou dans les mêmes distances, vous êtes sur une bonne nappe phréatique. Voyez, il y a aussi la disposition de rechercher l'eau avec des calebasses. Traditionnellement, on cherche l'eau aussi avec des calebasses.
ou du moins on va chercher le puits avec des calebasses. On prend 5 ou 6 calebasses, on les dépose à des endroits différents. Lorsqu'on commence à avoir de l'humidité sur certaines calebasses, ça aussi c'est une source d'eau. Il y en a tellement de savoirs endogènes qu'il faut qu'on aille les exploiter au fond des villages. Les gens ont des connaissances. Moi, je ne suis même pas à 0,01% de ce savoir endogène. Et il faut le faire. Une première partie dont on en parlait tout de suite, la collecte de l'eau, qui est partie des moyens rudimentaires jusqu'aujourd'hui à des pompes sophistiquées, à des châteaux d'eau et à des pompes à immersion. Tout cela, ça a été une évolution dans l'histoire de la collecte de l'eau. À côté de cela, vous parliez tantôt de transport de l'eau. Le transport de l'eau aussi, là-bas aussi, il y a des étapes parcourues. Oui. On a commencé par des seaux, des bassines, des jarres, canaries, et aujourd'hui, des pousse-pousse. Et aujourd'hui, le drainage, l'eau rejoint les populations à la maison. Oui. Mais ça, c'est le transport de l'eau au niveau naturel, j'allais dire au niveau urbain. Mais il y a le transport de l'eau aussi que les gens faisaient sur de grandes distances. Vous vous rappelez les outres qu'on mettait à l'aisselle pour voyager, ou des outres à peau de chèvre avec. C'est le transport de l'eau également. On faisait 50 km, 100 km avec ça. C'est le transport de l'eau. Mais le transport dont vous parlez aujourd'hui, c'est le transport d'un point A à un point B, mais assez réduit. Ensuite, vous parlez des questions de drainage pour parler des questions d'irrigation. Ça, c'est encore des questions modernes. Le musée de l'eau, on apporte tout ça dans cet espace muséal pour que les générations actuelles et futures comprennent que l'eau est une denrée extrêmement importante et que si on arrive à des formes de gaspillage actuelles, ça va nous créer de sérieux problèmes plus tard. Et on est dans des gaspillages, sérieusement. On est dans des gaspillages et on est dans aussi le manque. C'est paradoxal. Là où on en a, il y en a qui gaspillent. Et là où on n'en a pas, vous voyez la corvée, c'est le terme qu'on utilise, la corvée que les femmes et les hommes endurent de 4 heures du matin jusqu'à 14 heures. Et pour reprendre l'histoire de la grenouille dit que c'est au fond du puits, elle entend les nouvelles du village tôt le matin par les voix des femmes. Tôt le matin, c'est le premier chant du coq. C'est 4 heures, 3 heures du matin que les femmes sortent pour aller chercher de l'eau. Et la grenouille est dans le puits. Et la grenouille écoute déjà ce que les femmes viennent raconter au niveau des puits. Au bord de ce puits-là. Voilà, des choses assez intéressantes. Bon, on parle du village en bien, en mal. C'est une forme de socialisation, d'information, de capitalisation. On partage plein d'informations au niveau des puits. Donc si on perd les puits, on va perdre beaucoup de choses aussi dans nos contrées. Monsieur Samoura, en venant à votre musée, c'est un savoir qui est enseigné. On parle de eau et religion. Oui, et j'aborde la question de l'eau dans une dimension holistique. Dans la dimension holistique, je prends la question de la religion. L'eau dans les religions traditionnelles, l'eau dans la Bible, l'eau dans le Coran. Et quand vous prenez par exemple la Genèse 1-2, on dit l'Esprit de Dieu planait sur les hommes. Ça veut dire que Dieu a créé l'eau avant les hommes. Oui. Si Dieu a créé l'eau avant les hommes, il a donné plus d'importance à l'eau qu'aux hommes. Et c'est avec l'eau qu'il a fabriqué l'homme. Donc, au commencement était l'eau, et à la fin, la question de l'eau va se poser. Donc, j'ai regardé dans la Bible, j'ai trouvé à peu près 365 passages, 366 passages de l'eau dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est extrêmement intéressant. Vous avez l'impression que tout est eau dans la Bible. Vous prenez le Coran, il y a ce qu'on appelle les 66 occurrences de l'eau dans le Coran. Dieu a dit, j'ai fait toutes choses vivantes à partir de l'eau. Il n'y a rien qui ne vit que de l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas l'air qui fait la vie, ce n'est pas le feu qui fait la vie, ce n'est pas la terre qui fait la vie, c'est seulement l'eau qui fait la vie. Et à côté de cela aussi, il y a l'eau et la littérature. Oui, mais bien sûr. Tous les écrits. Oui, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et le tronc d'arbre a beau durer, je vous laisse compléter le reste. Le tronc d'arbre a beau durer. Et il ne deviendra jamais caïma. Bien sûr. Vous voyez, donc, on a 300 proverbes comme ça sur l'eau, les dictons, les chansons. Voilà, et comme à la claire fontaine m'a promené, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. L'eau au cœur de la
la littérature. L'eau au cœur de la littérature. Et l'eau aussi, avec les grands défis modernes. On parle de l'eau comme arme politique et l'eau comme cause de la prochaine guerre mondiale. Absolument. Il y a déjà des bruits de bottes entre l'Égypte et l'Éthiopie. À cause du barrage, du barrage de la Renaissance. Voilà. Oui. Et ce barrage de la Renaissance, moi j'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit le Soudan, l'Égypte, tous ces pays qui sont sur le long du fleuve du Nil, oui. Un jour ne se rendent dedans. Parce qu'en réalité, il y a toute une histoire. Les Égyptiens pensent que le Nil leur appartient. Alors que la source du Nil, c'est pas en Égypte. La source du Nil, c'est dans les pays des grands. Oui, c'est dans les pays des grands lacs comme l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda. C'est là-bas que le Nil prend ça. Et maintenant, ça remonte. En 1959 déjà, les Anglais ont fait des traités pour faire en sorte que ce soit comme si c'était l'Égypte qui était le propriétaire du Nil. Et ça a biaisé un peu les données. Maintenant, l'Éthiopie, ayant compris qu'avec l'eau, on peut faire des choses, ils ont créé un barrage en dépit des menaces, des menaces égyptiennes, parce qu'ils sont même allés jusqu'aux États-Unis pour dire aux Américains de ne pas financer le barrage. Mais ils ont cotisé, ils ont créé le barrage. Mais en plus de l'eau, c'est pour vendre aussi de l'énergie aux autres pays. C'est ça, là, une des raisons qui a amené l'Éthiopie à créer le barrage de la Renaissance. Mais c'est aussi pour pouvoir dominer les autres pays. Donc déjà, le Soudan et l'Égypte ayant compris cette astuce, ne veulent pas entendre parler du barrage de la Renaissance. Malheureusement, c'est déjà parti. Le barrage est là. Ce sont des négociations maintenant. Voilà, il faut des négociations et qui n'aboutissent pas. Parce que chaque fois qu'ils vont sur la table des négociations, l'Éthiopie n'est pas d'accord pour céder. Parce qu'eux, ils savent qu'en ayant l'eau, ils ont le reste des autres pays. Ils peuvent mieux les dominer. Ils peuvent vendre l'électricité comme ils veulent, à tel prix ou telle chose. Donc, il y a des enjeux hautement politiques sur ces questions-là. Donc, qui a l'eau a le pouvoir. L'eau est un symbole de pouvoir. Vous voyez aussi entre la Palestine et Israël, même aux États-Unis aussi. Il y a des enjeux politiques comme ça qui se dessinent un peu dans la géopolitique de la question de l'eau. Et il faut qu'on arrive à cerner ça très rapidement et ne pas croire que c'est le pétrole qui va créer la Troisième Guerre mondiale, mais c'est beaucoup plus les questions de l'eau qui vont poser. Voilà. Vous parlez des paroles de l'eau. Oui, je parle des paroles de l'eau en termes d'alerte et de sonorité. Il y a deux aspects. Vous avez pris le temps d'enregistrer tout ce qui est lié. Je vous explique. Oui. Il y a des paroles de l'eau lorsque vous mettez sur une douche et que vous vous lavez, lorsque les gouttes d'eau commencent à tomber une à une vers la fin, l'eau vous rappelle la fréquence et la régularité de certaines choses. Ça, il faut faire très attention. C'est des messages. Et quand ça foisonne fort, l'eau vous demande une certaine accélération de certaines choses dans votre vie. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues faire des témoignages au musée pour me dire, chaque fois que j'ai des problèmes et que je me mets à me doucher ou bien je trouve la solution de mes problèmes lorsque je me douche. Je dis, ah bon, ça c'est vrai ça? Il me dit oui. Donc on prend ces témoignages et on les met ensemble. Ça c'est un peu les paroles de l'eau. Mais il y a aussi l'autre parole de l'eau, c'est un peu en rapport avec les questions de malgouvernance que je dénonce. L'histoire de Lampedusa. Vous voyez toute cette jeunesse qui tente de partir sur l'Occident. Qui meurt dans les eaux. Qui meurt dans les eaux maritimes. Qui pense que l'Europe est un Eldorado et qui n'arrive pas. Et nous avons fait une pirogue au musée qu'on a appelée le Lampedusa. La pirogue s'appelle le Lampedusa. Lampedusa, c'est une petite île à partir de laquelle les Africains veulent aller sur l'Italie. Et ils n'y arrivent pas, ils arrivent les pieds devant. Ça veut dire qu'ils arrivent morts. Ça aussi, c'est les paroles de l'eau. C'est-à-dire quoi? Que l'eau rappelle d'abord à nos dirigeants que les questions de gouvernance ne sont pas bonnes. Regardez toutes les immigrations illégales qui se font et les gens qui restent dedans. Ça reste parce qu'on a mal à la gouvernance. On a mal à notre gouvernance, on a mal à la démocratie. Si ces choses ne sont pas bien gérées, regardez les noyades qui se font, regardez les tombes qui restent. Toutes ces délibérations, toutes ces libérations de ces jeunes au bord de ces cours d'eau, c'est atroce. C'est une interpellation. Il faut que l'eau parle à ses dirigeants pour dire il faut arrêter ça. Eau et femmes, ça eau aussi et femmes, c'est un thème aussi que vous traitez au musée là-bas. Oui, eau et femmes, vous savez que j'allais dire que l'eau et la femme, c'est les choses les plus intéressantes que Dieu ait créées. Parce que il ne peut pas avoir, autant on respecte l'eau, autant on respecte la femme. Autant on respecte la femme, autant on respecte l'eau. C'est les deux choses les plus importantes de l'humanité. Je vais vous donner une explication. J'ai pris le mot eau dans les différentes langues du monde entier. Quand vous regardez en moré, on dira comme, n'est-ce pas? Ji en djoula, eau en français, water en anglais, Wasser en allemand, ainsi de suite, diam en fulfulde. Et quand on fait la syllabisation de ces mots-là, on va trouver que le mot eau, c'est soit une ou deux syllabes. Eau, c'est une syllabe en français. Diam, c'est deux syllabes. Comme, c'est une syllabe. Wasser, c'est deux syllabes, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas le mot eau sur trois syllabes dans aucune langue du monde. Aucune. Alors, pour continuer ma démonstration, c'est comme le mot femme, mère. Le mot mère
vous ne l'avez pas sur 3 syllabes, c'est toujours 1 ou 2 syllabes. Ma, maman, mara, ainsi de suite. Mba, c'est toujours 1 ou 2 syllabes. C'est comme le mot père, c'est encore 1 ou 2 syllabes. Vous n'avez pas le mot père dans 3 syllabes, c'est 1 ou 2 syllabes. Je continue encore en disant, c'est comme le mot Dieu, vous ne l'avez pas sur 3 syllabes. God, mwende, ainsi de suite. Faisons l'exercice. Alors, moi j'ai essayé de dire, si on continue la réflexion, Dieu, le Père, la Mère et l'eau. Regardez les 4 éléments. Ce sont les 4 éléments existentiels de l'humanité. Sans Dieu, pour nous les Africains en tout cas, il n'y a pas d'humanité. Pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait un père et une mère. Et sans eux, pas de vie. Non seulement c'est les choses les plus existentielles, mais c'est aussi la création et la procréation. Création, oui, la fécondité. La fécondité. Et la femme reste par nature l'extrême fécondité de toutes choses. Nous naissons de l'eau parce que nous sommes tous des animaux aquatiques. Nous faisons les 9 mois dans nos ventres de nos mamans, dans le liquide amniotique, et nous ressortons de nos mamans avec de l'eau. Et il n'y a pas de naissance sans eau. Il n'y a pas de production sans eau. Que ce soit les plantes, que ce soit les hommes, les animaux, tout va de l'eau. Donc l'eau et la femme sont les éléments les plus intimes, les plus importants de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un regard important sur ces 2 éléments fondamentaux de l'humanité. La mer et l'eau, il faut vraiment les respecter. Et qui respecte bien la mer doit respecter l'eau, et qui respecte l'eau doit respecter la mer. Parce que, vous voyez, la maman, il n'y a pas un jour où elle n'a pas sa main dans l'eau en train de faire quelque chose. L'homme peut se passer de ça. Je veux dire, il va juste se laver, mais dans sa vie sociale, du matin au soir, il peut ne pas travailler avec l'eau. Mais la femme, c'est toujours comme ça. Voilà, elle porte en elle l'eau. Il y a bien d'autres facettes que vous développez bien dans ce musée. Je vois par exemple eau et métier de l'eau, eau et langue du monde, eau et hydraulique et hydrologue. Il y a tous des thèmes comme ça que les gens pourront venir. Et même l'histoire des cours d'eau et des points d'eau. Oui, il faut en parler parce que comme je l'ai dit, je suis dans un musée très ouvert. Il y a certainement des espaces qui ne sont pas totalement créés, mais on porte la réflexion sur ces questions-là. Par exemple, l'eau et la météorologie. C'est un espace qu'on a créé au musée. On a l'appui d'ailleurs de l'Agence nationale de la météorologie du Burkina qui nous a montré un peu tous les différents pluviomètres, l'histoire des différents pluviomètres qui ont existé. La recherche autour de... Donc, quand vous venez au musée, vous allez voir les premiers pluviomètres qui ont existé jusqu'à ce qu'on appelle les abris pluviométriques aujourd'hui. Et ça, vous avez des étudiants qui font 3e année, 4e année de géographie, d'histoire. Ils ont des cours théoriques, mais ils n'ont jamais vu un pluviomètre. Ils ne savent pas. Mais quand ils viennent au musée, ils voient les bacs à eau, ainsi de suite. Donc, il y a des instruments comme ça qu'on a développés. Donc, il y a l'eau et la météo, l'eau et les changements climatiques. Il faut venir au musée pour voir tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques, l'eau et l'hygiène et l'assainissement. L'assainissement, oui. Voilà. Et là, on a une méthode très pratique de montrer aux jeunes que l'hygiène et l'assainissement ne peuvent se faire que par l'eau, le lavage des mains. On a créé un petit truc, petite histoire, un petit jeu qu'on a appelé la Coupe du Monde des toilettes. Donc on a fait un petit poteau qu'on appelait le maracana. Vous savez, le maracana, c'est le petit jeu, poteau. Oui, voilà. Oui. Mais c'est un peu en faisant référence au grand stade du Brésil. Mais ce maracana, c'est le petit jeu que tous les jeunes font dans les quartiers maintenant. Donc, on dépose ça à environ 1 mètre. On prend un ballon, on dépose. On dit, bon, voilà, le ballon représente quoi? Donc, en principe, le ballon va représenter, je m'excuse du terme, le caca. Et le maracana, le trou du maracana va représenter les latrines. Donc, maintenant, on dit à l'élève ou le visiteur, nous ne sommes pas avec toi dans les latrines, mais on saura la vérité. Si tu arrives à tirer et marquer, on saura si tu fais bien la chose. Si tu rates aussi, ça veut dire que tu fais mal la chose. Mais c'est juste un exercice très pédagogique, très ludique, qui permet aux enfants de dire « Non, moi je sais que je fais bien. » Non, mais voilà, tu as raté aujourd'hui. Nous, on n'est pas sûr. Mais bon, dans l'amusement, on permet aux enfants de... Après, il faut passer au lavage des mains. On dit, la leçon première, c'est d'abord de viser bien les trous de la. Et ça, c'est un problème sérieux. Même dans les services, vous voyez, les gens, ils utilisent très mal les latrines. Les toilettes, oui. Les toilettes, les latrines, voilà. Souvent même, il n'y en a pas. Alors que le plus grand danger, c'est d'utiliser des latrines très infectes que de ne pas d'utiliser. Il ne faut même pas les utiliser parce que c'est un nid de maladie en ce moment. Donc, il ne faut pas aller sur ces choses-là parce que vous allez vous rendre malade. Donc, on essaie de montrer tout ça. On tire les leçons en disant aux jeunes, il faut très bien viser les latrines. Dès que vous sortez d'une latrine, vous remettez-la toujours en l'état où vous l'avez trouvé. Ensuite, il faut se laver les mains. Comment se laver les mains? On montre toutes ces techniques de lavage de mains aux enfants, aux visiteurs.
on va donner envie aux gens de venir visiter votre musée. On ne va pas tout raconter ici, mais bon. Une dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous êtes compris dans ce projet? Très malheureusement pas compris. Et c'est vraiment dommage que nous sommes dans un pays où, d'abord, je suis un peu déçu des politiques, c'est-à-dire de nos gouvernants, sur la question du musée de l'eau. Vous n'êtes pas accompagné? On n'est pas du tout accompagné. Et moi, j'ai une fois même écrit pour dire que j'allais fermer le musée. En son temps, il y a un ministre qui m'a dit qu'il faut fermer. Comment un ministre peut dire qu'il faut fermer un musée pendant que toi, tu es ministre de la Culture? C'est pas bien. Non pour moi, mais pas pour lui-même, c'est pas bon. On ne ferme pas un musée parce que le musée traverse des difficultés. J'ai eu ce problème. On m'a envoyé une correspondance pour dire, écoutez, si vous ne pouvez pas gérer votre musée, il faut le fermer. Non, l'État est là pour nous accompagner. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. C'est le combat qu'on mène. Il ne faut pas baisser les bras. Je suis en train de chercher les financements à l'extérieur. Je fais partie d'un réseau des musées de l'eau du monde, dont le siège est à Venise, en Italie. Nous sommes en train de nous battre pour qu'on puisse aller au Forum mondial de l'eau à Dakar le 22 mars 2022. Et moi, je dois aller représenter tous les autres musées à Dakar. Et ça, je pense que le musée de l'eau pourra faire un grand tabac à Dakar parce qu'on va montrer aux autres musées, ou du moins on va montrer à la face du monde qu'il y a un musée de l'eau au Burkina qui a vraiment des potentialités, qui a vraiment de la connaissance et qui peut montrer l'eau dans toute sa facette holistique. Et c'est ça qui est important. Moi, je pense que ce musée, on peut en faire un grand pôle d'attraction si on arrive vraiment à y mettre les moyens nécessaires. On peut en faire un centre de référence international ou sous-régional où les gens vont venir apprendre des connaissances très importantes sur la question de l'eau. En plus de ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont toucher. En plus de ça, on peut en faire un laboratoire d'observation des grandes problématiques de l'eau. Voyez. Mais si on pense que c'est un individu qui a créé son musée, bon, qu'il en fasse son affaire, je crois que là, on a raté. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Et dire merci à M. Samoura Alassane, promoteur du musée de l'eau, d'être venu dans nos studios. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.